Alors bonjour, monsieur le député Boris Vallaud, vous êtes député de la troisième circonscription des Landes, l'une des figures du groupe PS à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on va parler avec vous d'une des propositions qui est sur la table pour répondre à la précarité étudiante, la proposition de loi LAILES. On en parlera tout à l'heure. Mais avant, j'ai quand même envie de faire un constat avec vous. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir sur votre compte Twitter. Vous l'avez posté la semaine dernière. C'est la lettre d'une étudiante à l'UIT de Bordeaux qui vous a écrit. Et je vais juste citer ce passage. «Je suis désespéré de voir mes camarades partir de ma filière au fur et à mesure, car les cours en visio sont pour eux trop difficiles à suivre. Quelle tristesse de voir des étudiants se sentant délaissés avec aucune issue possible pour eux, ne voyant pas le bout du tunnel.» Elle l'a écrit, d'abord au Premier ministre avant de nous écrire, et elle vous indique donc que le Premier ministre, en tout cas son secrétariat, lui a répondu par une réponse automatique sur les modalités du couvre-feu, et elle indique, «Je vous fais part aujourd'hui de ma déception face à cette réponse, je suis désespérée.» Est-ce que les étudiants aujourd'hui sont abandonnés par les politiques, abandonnés par le gouvernement? D'abord, pour revenir sur ce courrier qui m'a été adressé par une étudiante qui, en effet, étudie à Bordeaux, mais elle est landaise, elle habite un petit village de ma circonscription et je lui ai demandé, après avoir discuté avec elle, si je pouvais mettre sa lettre en ligne parce qu'elle était au fond euh, le résumé saisissant et ce que vivent aujourd'hui les jeunes. Elle était très représentative de cette ambiance, de cette désespérance. Euh, Ce que je voudrais dire, c'est que cette crise, elle est une crise évidemment sanitaire, mais elle est une crise économique et sociale absolument majeure. Et dans cette crise, j'allais dire, elle a sur le plan social une victime particulièrement durement frappée, c'est la jeunesse. C'est une jeunesse qui, aujourd'hui, on le voit à travers des images qui sont insoutenables, devant les banques alimentaires, une jeunesse qui a du mal à se nourrir, qui a du mal à se loger. Certains vont retourner habiter chez leurs parents, qui a du mal à trouver un stage ou le petit boulot qui lui permet de poursuivre ses études ou de vivre un peu mieux que ne lui permettent l'aide familiale ou les bourses. Et puis elle a du mal à s'inventer un avenir. Et de ce point de vue-là, c'est évidemment une angoisse qui a quelque chose d'existentiel. Et cette génération Covid, on va dire, elle est aussi la génération climat. Vous voyez, avec cette espèce de double épée de Damoclès qui plane au-dessus de sa tête. Et je comprends l'inquiétude de beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes dans ce moment qui devrait être un moment d'insouciance, un moment où on vit pleinement. Euh, et ben voilà, tout ça est entravé. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Un jeune, une solution. Je connais beaucoup de jeunes sans solution néanmoins. Et puis surtout, c'est un gouvernement qui, j'allais dire, n'a fait que la moitié du chemin, puisque s'agissant des aides proprement sociales Mmh. à la jeunesse, il se refuse obstinément à ouvrir le RSA au moins de 25 ans. Donc voilà, on en est là. Après, je crois que c'est aussi une façon, sans doute, très française de considérer la jeunesse. Ah bah, les propositions et les solutions, on va y venir, mais simplement, vous parliez du gouvernement. Est-ce que le «quoi qu'il en coûte» qu'on a beaucoup entendu pour les entreprises, pour les petits commerçants notamment, est-ce que le «quoi qu'il en coûte», il a été aussi là pour les étudiants? Non, non, non. Et d'ailleurs, vous avez une ministre en charge de l'enseignement supérieur dont on se demande à quoi elle occupe ses journées, tellement son silence est assourdissant. C'est presque une ministre sans portefeuille, hein, et des fois je me pose cette question-là. Non, on n'en fait pas suffisamment. On n'en fait pas suffisamment pour cette jeunesse qui se désespère. Il y a la jeunesse étudiante, Mmh. mais il y a la jeunesse qui peut-être avait terminé ses études ou peut-être avait la nécessité de trouver un boulot et qui, voilà, est dans l'expectative. C'est déjà difficile en temps ordinaire de trouver un premier métier, une première embauche, un premier stage. On vous demande parfois une compétence qu'évidemment vous ne pouvez pas produire puisque vous n'avez jamais travaillé, vous sortez de l'école. Mais là, c'est pire encore. Et en effet, je crois que, et je ne suis pas le seul à le dire, mais les plus précaires et la jeunesse sont les deux grands oubliés liés du plan de relance du gouvernement. Je ne suis pas le seul à le dire.
Les Mmh. associations de jeunesse le disent, les organisations qui luttent contre la pauvreté le disent, les organisations syndicales, à bien des égards, le disent. L'Institut des politiques publiques, qui a fait l'évaluation du plan de relance, l'a souligné avec force et avec justesse. Mais il n'est jamais trop tard pour agir, et c'est ce que nous proposons. Voilà, alors justement, on va aller sur les propositions, enfin sur votre proposition de loi en tout cas. Et donc cette proposition de loi, elle s'appelle L-A-I-L-E-S. Alors vous êtes, vous travaillez dessus depuis 2 ans, donc vous allez pouvoir sûrement mieux la résumer que moi en quelques mots. Qu'est-ce que c'est? Il y a deux aspects dans cette proposition de loi. Alors d'abord dire que, en effet, c'est un travail qui est un travail qui est déjà ancien. Mmh, Cette aide individuelle à l'émancipation, c'est ce qu'on appelle aussi pour nous le minimum jeunesse. Il y a un minimum vieillesse qui a permis de sortir les personnes âgées de la grande pauvreté à partir des années 50-60. Là, on se dit qu'il y a la place pour la prise en compte d'un minimum jeunesse pour sortir de ces difficultés les jeunes. C'est deux choses. C'est d'abord ce qu'on a appelé le revenu de base. Le revenu de base, c'est la fusion du RSA et de la prime d'activité, mmh, qui est donc un revenu versé de façon automatique, inconditionnelle, à toutes et à tous, à 18 ans, et on prend en compte, j'allais dire, le foyer fiscal de rattachement, qui peut être celui des parents quand on est jeune, ou qui peut être son propre foyer fiscal si on le décide. Ce travail, il est ancien parce qu'il est le fruit d'une longue maturation de 19 départements, qui étaient des départements socialistes, mmh. qui ont travaillé sur le sujet, qui ont proposé une expérimentation, qui ont lancé une consultation qui a donné lieu à 15 000 contributions un peu partout en France, et que nous avions nous-mêmes à l'Assemblée nationale voulu soumettre au débat public et au débat parlementaire. La majorité et l'exécutif avaient décidé que nous n'en parlerions pas. Ils l'avaient rejeté par une motion de procédure, qu'on appelle une motion de rejet, et avaient dit non, on n'en parlera pas même dans l'hémicycle. Il y avait un côté circulé, il n'y a rien à voir. Tout va bien. Aujourd'hui, évidemment, on s'en mord sans aucun doute les doigts. Ça, c'est la première partie. Et qui permet non seulement de bénéficier aux jeunes, mais de bénéficier aux 30 à 35 de personnes qui ont droit au RSA, par exemple, Mmh. mais qui n'y ont pas recours parce qu'ils ne connaissent pas bien leurs droits, parce qu'ils ne vont pas solliciter ce droit, et qui s'enfoncent bien souvent dans une très grande pauvreté, dans une immense précarité, avec les conséquences psychologiques, médicales, etc., que l'on connaît. Donc c'est en quelque sorte l'ouverture du RSA aux jeunes. C'est l'ouverture du RSA aux jeunes, et c'est l'automaticité pour Mmh. sortir tous ceux qui n'y ont pas recours et qui ont droit de ces situations d'extrême pauvreté. Euh, Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est une dotation en capital de 5 000 euros pour tous les jeunes à 18 ans, pour euh, financer l'approfondissement d'une formation ou pour reprendre une formation, pour régler une difficulté de mobilité, se financer son permis, parfois des permis spécialisés, faire l'acquisition d'un premier véhicule. Et vous savez que la question de la mobilité, moi je viens d'un territoire très rural, c'est ce qui fait qu'on peut ou non accepter un stage ou un emploi, bien souvent. 5 000 euros pour se lancer dans un projet associatif, qui peut être un projet national ou international. 5 000 euros aussi pour engager un projet entrepreneurial. Beaucoup de jeunes ne manquent pas d'idées et ont envie de créer leur entreprise. C'est parfois d'ailleurs même une nécessité pour beaucoup d'entre eux parce qu'ils ne trouvent pas d'offres, parce qu'ils sont discriminés. Et donc, il y a cette volonté-là. Tout ça, évidemment, que ce soit le revenu de base ou la dotation en capital, doit faire l'objet d'un accompagnement social extrêmement exigeant. Non pas comme une contrepartie, mais comme un droit. Voilà, le droit à l'accompagnement, on croit que c'est un droit universel, que c'est un droit qui doit être effectif, que c'est un accompagnement qui doit être un accompagnement de très haut niveau, comme c'est le cas par exemple dans le cadre de la garantie jeune, un accompagnement à 360 degrés, prenant en compte chacune des dimensions de notre vie quotidienne. Et là aussi, ça fait l'objet d'un long travail, cette dotation, puisque c'est une idée qui avait notamment émergé d'une consultation auprès des jeunes pendant la campagne présidentielle. Elle avait été plébiscitée. Elle avait fait l'objet d'un approfondissement par des étudiants de Sciences Po. Et nous avons repris donc ces deux propositions à notre compte. Et cette proposition donc, qui s'appelle l'aide individuelle à l'émancipation, ce minimum jeunesse, cette proposition, elle a elle-même fait l'objet d'une consultation citoyenne pendant 2 mois sur Parlement et citoyens avec 6 500 votes, 2 000 contributions qui ont permis eh bien, de jauger chacune des propositions
du projet, que ce soit à la fois le dispositif, mais aussi son financement, puisqu'on met plus de justice et plus d'égalité dans le mode de financement de ce dispositif-là. Et donc simplement une précision sur les 5 000 €, ce serait 5 000 € qui seraient disponibles en capital, c'est-à-dire que il ne serait pas, c'est pas 5 000 € qui arrivent sur un compte, c'est 5 000 € à Alors, utiliser en fonction ces d'un 5 000 d'une euros formation. qui sont crédités sur ce qu'on appelle le compte personnel d'activité. Chacun D'accord, peut oui, ouvrir son compte oui, oui. personnel d'activité sur lequel il y a le compte personnel de formation, par exemple. Et ces 5 000 euros, ils sont disponibles pour les usages que j'ai décrits tout à l'heure, c'est-à-dire pour enrichir son propre capital humain. Voilà, par une formation, par une entreprise, par son permis de conduire. Et alors parce qu'il y a aussi une question qui revient, elle est notamment disponible sur votre site et j'invite tous ceux qui voudraient en savoir plus à aller sur votre site, c'est ailes.eu, pardon. Voilà. Il y a la question du financement, vous en avez parlé, tous ces 2 mesures, si j'ai bien compris, ça représente 21 milliards d'euros. Heu, Absolument. voilà, Absolument. alors Le chiffrage, évidemment, oui, approximatif, ouais. il est approximatif, mais c'est l'ordre d'idée. Mais il faut avoir quand même en tête une chose, c'est que la pauvreté, Mmh. la précarité étudiante, au fond, elle coûte plus cher que les politiques de lutte contre la pauvreté et la précarité étudiante. Parce que si vous mettez bout à bout le fait que ces jeunes ne consomment pas ou peu, qu'ils ont des retards de soins, Mmh. qu'ils ne peuvent pas poursuivre aussi longtemps qu'ils le souhaiteraient leurs études, qu'ils se retrouvent dans une grande précarité qui parfois entraîne celle de toute sa famille. Euh, que quand on est des parents précaires, eh bien, ça pèse sur l'enfant et sur le destin des enfants. Eh bien, tout ça, vous le mettez bout à bout, eh bien, c'est un coût pour la société. Et en réalité, tout le monde perd à une société inégalitaire. J'allais dire les plus pauvres et les plus précaires, comme les plus riches. Et donc, il y a un gain positif pour la société à lutter avec détermination contre ces situations-là. Alors justement, par rapport à toutes les solutions qui sont proposées, vous l'avez expliqué, vous l'avez dit tout à l'heure, cette proposition, elle émane quand même elle émane d'une consultation, qui est en cours depuis quand même 2018, donc bien avant la crise qu'on connaît, et on peut se poser la question aussi de la différence entre toutes les solutions qui sont proposées aujourd'hui à gauche, et à droite, hein, parce que il y a eu aussi des propositions à droite, qui proposent donc un revenu le temps de la crise. Anne Hidalgo propose 500 € pour tous les étudiants sans condition de revenu. Enfin, oui, pour tous les étudiants, voilà, sans différence. François Hollande aussi. Quelle est la différence? Donc, alors là, on parle d'un RSA. En fait, votre ouverture, c'est ouvrir le RSA aux jeunes, mais on ne parle pas que d'une proposition pour répondre à la crise. On parle d'une proposition sur un temps long. Oui, nous, on était dans une réflexion sur il faut que ce soit pour la jeunesse et puis plus largement, j'évoquais les plus de Mmh. 30-35% de gens qui n'ont pas recours à ce Oui. droit-là alors qu'ils y ont droit. Donc c'est pour ça qu'on a un mécanisme de versement automatique et que ça, c'est absolument important de le dire. Euh, on veut non seulement un filet de sécurité, mais on veut un tremplin. C'est pour ça qu'on insiste aussi sur la nécessité de l'accompagnement. Hein, je le dis, l'accompagnement, il est un droit, le droit à l'accompagnement, sauf qu'il n'est pas effectif, en tout cas pas dans toutes les situations. Et donc ça, le gouvernement a annoncé un service public de l'accompagnement Oui. dont on n'a plus vraiment entendu parler. Nous sommes dans l'attente de cela. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des mécanismes d'insertion professionnelle, d'insertion dans la vie active, d'insertion, de poursuite des études, et qu'on permette à cette jeunesse, j'allais dire, de se préparer à un avenir. Mmh. Que tout ne soit pas si socialement déterminé, que démarrer dans la vie ne soit pas le privilège de quelques-uns. Et mesurez bien qu'il y a quelque chose quand même qui est très français. Et avec le Luxembourg, je crois que la France est un des pays qui fait le moins pour sa jeunesse, hein, en termes d'efforts. Il y a quelque chose qui est un travers dont il faut sortir. C'est l'idée selon laquelle la jeunesse, c'est un parcours du combattant, c'est un rite initiatique, Mmh. c'est pas plus mal si les jeunes en bavent. Que si c'est dur pour mener ses études, s'ils en bavent un peu pour trouver un premier boulot, un premier logement, etc., et ben ça formera la jeunesse. Vous connaissez La l'expression, ça forme la jeunesse. méritocratie, oui. Mmh. Tout ça est un peu facile. Mais dans le moment que nous sommes, moi je veux que l'on donne à cette jeunesse
tous les moyens de s'inventer un avenir qui est aussi le nôtre. On ne peut pas dire à la jeunesse, écoutez, vous allez avoir à affronter le défi considérable de la transition écologique. Il va falloir inventer les métiers de demain. Il va falloir prolonger des études. Dans votre parcours de vie, il va falloir changer de métier. Et puis leur dire, écoutez les gars, vous allez commencer par en baver. Vous voyez, si on doit transmettre le flambeau à cette jeunesse, il faut qu'elle ait les moyens de le porter. Donc nous, on est dans une réflexion, en effet, qui est une réflexion structurelle, où on prend en compte, évidemment, dans la réflexion sur le financement de tout cela, les facultés contributives, puisqu'il s'agit aussi pour nous, ce n'est pas le seul dispositif, mais de lutter contre les inégalités. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, sur la dotation de 5 000 euros, on dit on va faire un prélèvement supplémentaire sur les très grosses successions, pas les héritages qui sont le fruit de travail de toute une vie. Moi, quand on a travaillé toute une vie, qu'on a payé des impôts sur son travail, que ça a été dur, on doit pouvoir transmettre un pécule à ses enfants. Mais quand on a hérité d'une rente, qu'il y a une plus-value qui est le fruit d'une spéculation et pas du travail, et qu'on transmet une rente, il n'est pas normal que par le jeu de l'optimisation fiscale, les niches fiscales, etc., en réalité, on ne contribue pas plus à l'effort de solidarité. Donc voilà, je crois que ça participe de mettre le pied à l'étrier à une jeunesse qui a fort à faire et dans laquelle moi j'ai grande confiance. En Et fait, c'est un grand acte de confiance. oui, alors, je voulais juste revenir sur ce que vous aviez dit avant. Avant de revenir sur les relais, pour terminer, vous entendez aussi le discours de la droite, vous l'avez dit, ce discours de, eh bien, il ne faut pas donner tout de suite tout aux jeunes dès le départ, dès le début. C'est ce que porte notamment, il y a eu des discussions en région Île-de-France avec Valérie Pécresse notamment, qui estime, et comme une partie du gouvernement, comme Bruno Le Maire, qu'il ne faut pas tout de suite, enfin qu'il ne faut pas mettre dans un système d'assistanat. Euh, Est-ce que pour vous, c'est pertinent, ou est-ce qu'on ne risque pas non plus aussi d'offrir vous parliez de tremplin tout à l'heure, mais est-ce qu'on risque pas quand même d'offrir trop tout de suite? Alors je vais vous dire d'abord, toutes les études et toutes les expérimentations concluent à la même chose, Mhm. il n'y a pas de désincitation au travail. Il n'y a pas de désincitation au travail. Et je ne vois pas pourquoi à 24 ans, on s'enfermerait dans l'assistanat, mais à 26, on ne s'y enfermerait pas. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, les jeunes à moins de 25 ans, ils ont droit à rien. Ils peuvent être condamnés sur le plan pénal à 16 ans. Mhm. Ils ont le droit de voter et de payer des impôts à 18. Mais en revanche, ils auraient le droit à être des citoyens sur le plan social seulement à 25. Il y a quand même une incongruité qui laisse pantois. Il n'y a pas de désincitation. Et puis aujourd'hui, les jeunes moins de 25 ans, ils ont droit à rien. Résultat, c'est quoi? Qu'ils ont un niveau de chômage qui est 2 fois la moyenne nationale. Qu'ils ont un taux de pauvreté à 20 ans qui est 3 fois supérieur à ce qu'il est à 60 ans. Est-ce que vous croyez que c'est normal et que tout ça n'a pas un coût pour eux-mêmes et pour la société dans son ensemble? Moi, je crois que le désir ardent de tout un chacun, c'est de travailler et de donner un sens à son travail. Tout le monde veut travailler, tout le monde peut travailler, nul n'est inemployable, et tout le monde, j'allais dire, vraiment, on nourrit le désir ardent. Et si je dis ça, c'est qu'évidemment, cette proposition-là, elle s'inscrit dans une réflexion d'ensemble. Elle s'inscrit dans une réflexion d'ensemble sur ce qu'est le travail. Le travail à la fois qui est la réalisation de soi, qui émancipe, mais qui doit être aussi porteur de sens. Parce qu'on voit que dans un certain nombre de situations, qu'on peut travailler précaire, qu'il est haché, qu'on n'a pas vraiment de patron, qu'on ne se crée pas vraiment de droit, c'est un travail qui aliène. On voit bien aussi qu'on peut souffrir de son travail, qu'il y a encore des différences d'espérance de vie considérables entre un ouvrier et un cadre. Et que donc, il faut qu'on ait un travail qui permette de vivre de ses revenus, qui permette de bien vivre dans son travail, la qualité de vie au travail, la santé au travail, c'est des choses très importantes. L'organisation des temps de vie, c'est aussi une chose importante. Et il faut qu'on soit capable de dire, si on manque d'emploi, on manque pas de boulot, on manque pas de travail. Et donc, il faut créer des emplois. Il faut créer des emplois. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui manquent dans la transition écologique. Il y a des centaines de milliers d'emplois, des millions d'emplois qui manquent dans les métiers du soin, de l'attention à la personne, de la proximité. Aujourd'hui, le marché n'arrive pas à donner de la valeur à tout ça. Mhm. Donc, à nous de dire, comme on en a fait la démonstration avec Territoire zéro chômeur de longue durée, oui, il vaut mieux donner, par l'intervention, la régulation publique, de la valeur à tous ces métiers que la crise a révélés en plein jour, que de laisser des gens au chômage. Donc, c'est l'emploi pour tous, le travail pour tous.
c'est un travail de qualité, porteur de sens et qui permet de vivre dignement. Et puis, c'est on n'abandonne personne à ce que la droite pense être son destin de perdant. Donc nous, c'est un tremplin et ça n'est pas le minimum syndical et puis après circuler, il n'y a plus rien. Ouais, donc le travail avant tout quand même. Je précise juste le territoire zéro, pardon, le territoire zéro chômeur, c'est l'initiative des départements socialistes, notamment pour justement juguler les problèmes de L'idée chômage. est simple, j'en dis un mot parce que c'est Oui, vraiment oui, intéressant. un mot, parce que C'est vraiment très très vite. C'est grosso modo, il y a des territoires où il y a des besoins sociaux qui ne sont pas satisfaits, il y a des chômeurs de longue durée. Les chômeurs de longue durée, ils sont accompagnés sur le plan voilà. social, avec des indemnités, avec le RSA, etc. Si on prend cet argent et qu'on crée des emplois, on est capable de les rendre solvables et de créer avec ces personnes-là des CDI. Et c'est ce que plusieurs territoires aujourd'hui montrent et ont réussi. Simplement, deux questions rapides. Pas de contrepartie pour le revenu minimum, c'est-à-dire pas de contrepartie de bénévolat, pas de contrepartie de... Non, Non, la contrepartie, on la demande à la puissance publique. C'est mmh. un droit à l'accompagnement de haut niveau, exigeant, qui permette un retour dans une formation, une insertion dans l'emploi. Et ça, je crois que c'est l'horizon qu'il faut qu'on se donne. Un travail pour tous, de qualité, porteur de sens. Et simplement pour terminer sur la proposition, quel relais? Parce que bon, bah, voilà, vous êtes dans un groupe, minoritaire, vous êtes, voilà, moins de à peu près une trentaine. Vous savez que aussi La République en marche, n'est pas favorable, enfin l'a prouvé ces dernières semaines, à ouvrir le RSA, en tout cas aux jeunes. Est-ce que enfin, quel regard vous portez justement sur la proposition que vous allez porter, dans les semaines qui viennent, devant l'assemblée? Est-ce que c'est pas plutôt un combat, perdu? C'est pas un combat perdu d'avance pour vous? Bah, disons que les combats qu'on perd de façon certaine, c'est ceux qu'on ne mène pas. Voilà, donc nous, on a décidé celui-là de le mener. Est-ce que c'est la meilleure des formules? Est-ce qu'il y a des propositions alternatives? Chacun a la possibilité d'amender notre projet en commission, puis dans l'hémicycle. En tout cas, je crois que face à cette jeunesse qui souffre, le pire, c'est l'abstention. Voilà. Et on ne peut pas dire circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas vrai. Tous les jours, il y a à voir cette situation tragique. Et donc, on va, oui, on va se bagarrer. Mais moi, ce que je demande à travers vous, à la Mmh. jeunesse, c'est apporter par les réseaux sociaux au moment des débats votre soutien. Dites à vos parlementaires que oui, c'est un pas positif que l'on peut accomplir dans le sens d'une meilleure émancipation de cette jeunesse. Je vous assure, une fois émancipée, eh bien, cette jeunesse, on pourra compter sur elle. Et alors, ma dernière question, bah, justement, elle est en relation avec, ce qu'on disait à l'instant. Aujourd'hui, il y a quand même on a vu une part, de la jeunesse, voter pour le Front national, enfin le Rassemblement national, augmenter encore plus en 2017. Aujourd'hui, c'est vrai que cette jeunesse, elle va plutôt vers les 2 extrêmes, c'est-à-dire soit la France insoumise, soit le Rassemblement national. La gauche a été au pouvoir pendant 5 ans. Quelle place aujourd'hui, quelle relation en tout cas entre les jeunes et la gauche que vous représentez, aujourd'hui, est-ce que c'est un axe de reconquête pour 2022, de victoire en tout cas? Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quelle relation aujourd'hui? Est-ce que finalement la gauche n'est pas détournée des jeunes? Bah, écoutez, je ne sais pas si la gauche est détournée des jeunes ou si les jeunes sont détournés de la gauche. En tout cas, on a besoin à nouveau de se rencontrer. Et moi, je suis à peu près sûr que la gauche, elle doit d'abord avoir une ambition de justice sociale, une ambition d'égalité, Mmh. et que cette ambition-là, j'allais dire, elle l'a en partage avec la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle espère de l'avenir. Et c'est pour ça que je vois évidemment dans les combats qui sont les miens et dans les combats qui sont ceux de la jeunesse, des convergences extrêmement fortes. Moi, je suis, comme parlementaire, au Mmh. service de la jeunesse, au service de la jeunesse. Je la vois dans mon département. Euh, je la vois ici dans les interpellations dont on est l'objet à l'Assemblée nationale. Vous savez, la meilleure façon de ne pas sacrifier l'avenir au présent, c'est de penser à la jeunesse. Et donc, je dis, moi, à cette jeunesse, retrouvons-nous si nous nous sommes perdus et si nous nous sommes manqués et construisons un avenir désirable ensemble. Bien, merci, d'avoir répondu à nos questions. Donc, voilà, Merci à le vous. site internet pour, aller, se renseigner sur la proposition et puis, on a entendu votre appel pour relayer, cette proposition sur les réseaux sociaux, pendant les débats qui vont arriver, là, très prochainement
Alors jeudi à 14 heures en commission des affaires sociales et la semaine prochaine, jeudi 18, dans l'hémicycle. Et donc tout cela pourra être suivi sur Oui, le site de l'Assemblée nationale. Voilà.